Clarissa Pinkola Estés, femme qui court avec les loups. Histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage. Introduction, chantée au-dessus des eaux. La vie sauvage et la femme sauvage sont toutes deux des espèces en danger. Au fil du temps, nous avons vu la nature instinctive féminine saccagée, repoussée, en veille de construction. On l'a malmenée, au même titre que la faune, la flore et les terres sauvages. Cela fait des milliers d'années que, sitôt que nous avons le dos tourné, on la relègue aux terres les plus arides de la psyché. Au cours de l'histoire, les terres spirituelles de la femme sauvage ont été pillées ou brûlées, c'est-à-dire détruites au bulldozer, ces cycles naturels forcés à suivre des rythmes contraires à la nature pour le bon plaisir des autres. Ce n'est pas un hasard si les étendues sauvages de notre planète disparaissent en même temps que la compréhension de notre nature sauvage profonde s'amoindrit. On voit aisément pourquoi les vieilles forêts et les vieilles femmes sont tenues pour des ressources négligeables. Et si les loups et les coyotes, les ours et les femmes sauvages ont le même genre de réputation, cela n'a rien d'une coïncidence. Tous correspondent à des archétypes instinctuels proches. C'est pourquoi on les considère, à tort, les uns et les autres, comme peu amènes, fondamentalement dangereux et gloutons. Ma vie et mon travail en tant qu'analyste jungienne, poétesse et cantadora, gardienne des vieilles histoires, m'ont appris qu'on pouvait restaurer la vitalité faiblissante des femmes en se livrant à des fouilles psycho-archéologiques des ruines de leur monde souterrain. Ces méthodes nous permettent de retrouver les voies de la psyché instinctive naturelle et, à travers sa personnification dans l'archétype de la femme sauvage, de discerner de quelle manière fonctionne la nature innée de la femme. La femme moderne est un tourbillon d'activité. On lui demande d'être tout, pour tout le monde. Il y a longtemps que la vieille sagesse n'a plus cours. Le titre de cet ouvrage, Femme qui court avec les loups, histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage, est né de mon étude de la biologie animale, en particulier des loups. Ce qu'on sait des loups, Canis lupus et Canis rufus, présente en effet des similitudes avec l'histoire des femmes, tant sur le plan de l'ardeur que du labeur. Les loups sains et les femmes saines ont certaines caractéristiques psychiques communes. Des sens aiguisés, un esprit ludique et une aptitude extrême au dévouement. Relationnels par nature, ils manifestent force, endurance et curiosité. Ils sont profondément intuitifs, très attachés à leurs compagnes ou compagnons, leurs petits, leurs bandes. Ils savent s'adapter à des conditions perpétuellement changeantes. Leur courage et leur vaillance sont remarquables. Pourtant, les uns et les autres ont été chassés, harcelés. À tort, on les a accusés d'être dévorateurs, retors, ouvertement agressifs. On les a considérés comme étant inférieurs à leurs détracteurs. Ils ont été la cible de ceux qui veulent nettoyer l'environnement sauvage de la psyché au même titre que les territoires sauvages et parvenir à l'extinction de l'instinctuel. Une même violence prédatrice, issue d'un même malentendu, s'exerce entre les loups et les femmes. La ressemblance est frappante. C'est donc pendant que j'étudiais les loups que le concept de l'archétype de la femme sauvage a pris forme pour la première fois dans mon esprit. J'ai également étudié d'autres animaux, les ours, les éléphants et les amoiseaux, les papillons. Et les caractéristiques de chaque espèce éclairent de manière métaphorique la psyché instinctuelle féminine. J'ai reçu par 2 fois la nature sauvage en héritage, la première fois de par ma naissance au sein d'un lignage hispano-mexicain passionné, la seconde, plus tard, comme une famille de Hongrois au tempérament volcanique m'a adoptée. J'ai grandi près de la frontière entre Michigan et Indiana, entouré de bois, de vergers, de champs, et à proximité des grands lacs. Là, mon esprit a été nourri de tonnerres et d'éclairs. Toute la nuit, les champs de maïs craquaient et parlaient à voix haute. Plus haut vers le nord, les loups venaient caracoler et prier dans les clairières au clair de lune. Nous pouvions tous, sans crainte, nous abreuver au même ruisseau. J'étais alors trop jeune pour l'appeler par son nom, mais mon amour pour la femme sauvage est né dans ma petite enfance. J'étais plus esthète qu'athlète et j'avais un seul désir, vagabonder, l'âme en extase. Aux chaises et aux tables, je préférais le sol, les arbres, les grottes, car je pouvais m'y appuyer sur la joue de Dieu. La rivière appelait toujours ma visite de ses vœux, à la nuit tombée. Les champs avaient besoin d'être foulés pour bruire de paroles. Il fallait que des feux brûlent dans l'obscurité de la forêt. Il fallait que des histoires soient racontées loin des oreilles d'adultes. J'ai eu beaucoup de chance de grandir dans la nature. Là, la foudre, en tombant, m'apprenait la brutalité de la mort et la fugacité de la vie. Les nids de souris montraient qu'une nouvelle vie venait adoucir la mort. Quand je déterrais dans la glaise des perles indiennes, des fossiles, je comprenais que longtemps, très longtemps auparavant, des êtres humains s'étaient trouvés là. J'ai découvert l'art sacré de la parure du corps avec des papillons monarques posés sur ma tête, des vers luisants en guise de bijoux nocturnes et des grenouilles vert émeraude pour bracelets. Une louve tua l'un de ses petits mortellement blessés. Ce fut une dure leçon sur la compassion, sur la nécessité de permettre aux agonisants de mourir. Les chenilles velues qui tombaient des branches et rampaient pour remonter m'enseignèrent l'obstination. Les chatouilles qu'elles me faisaient en évoluant sur mes bras me révélèrent que la peau est vivante. Et j'eus un avant-goût de la sexualité en grimpant au sommet des arbres. Ma génération d'après-guerre grandit à une époque où les femmes étaient infantilisées et traitées comme une propriété privée. Elles restaient en jachère, mais Dieu merci, le vent apportait toujours de mauvaises herbes.
Même si ce qu'elles écrivaient n'avait pas l'imprimatur, elles posaient leurs jalons. Même si ce qu'elles peignaient n'était pas reconnu, cela leur nourrissait l'âme. Il fallait mendier les instruments et l'espace nécessaires à leur art, et si elles ne les obtenaient pas, elles s'installaient dans les arbres, dans les grottes, dans les bois, dans les placards. Elles avaient à peine le droit de danser. Aussi dansaient-elles dans les forêts, là où personne ne pouvait les voir, ou dans les sous-sols, ou en allant vider la poubelle. Ce pareil était suspect. Un corps orné, un vêtement séduisant accroissait le danger d'être victime d'une agression, sexuelle ou non. C'était une époque où les parents qui se montraient violents envers leurs enfants étaient simplement qualifiés de stricts, où l'on appelait dépression nerveuse les profondes blessures de l'esprit des femmes outrageusement exploitées, où l'on disait gentilles les jeunes filles et les femmes étroitement tenues, corsetées, muselées, et où l'on étiquetait comme mauvaises les femmes qui desserraient quelque temps l'étau. Aussi, comme beaucoup de femmes avant et après moi, ai-je vécu comme une créature, une criatura, déguisée. Comme mes sœurs, j'ai trébuché sur mes hauts talons et je suis allée chapeauter à l'église. Souvent, pourtant, ma queue fabuleuse dépassait de dessous l'ourlet de ma robe et mes oreilles pointaient jusqu'à faire glisser mon chapeau. Je n'ai pas oublié la chanson de ces années noires, Hambre dell'alma, le chant des âmes affamées. Mais je n'ai pas non plus oublié le joyeux canto hondo, le chant profond, dont les paroles nous reviennent quand nous travaillons à réclamer notre dû, celui de l'âme.